Il n'était plus question pour Menache, ni pour moi, de retourner à nos études en France occupée. L'incertitude de chaque lendemain, l'impossibilité pour nous de faire quoi que ce soit d'autre, parce que nous ne savions rien d'autre à faire, nous obligèrent à rester à Tasga, et faute de mieux, nous participâmes à la campagne d'huile. Chaque matin avant l'aurore, avant que le cheikh du haut de la mosquée eût appelé à la prière de l'aube, bêtes et gens dévalaient par groupes chamarrés et bruyants le chemin tortueux, caillouteux et à pic qui descendait à la rivière. Les femmes se paraient comme pour la fête, et d'un groupe à l'autre se répondaient les tintements métalliques de leurs bijoux d'argent. Les hommes regardaient leurs habits de travail, la plupart avaient des fusils. Les sabots usés des ânes et des mulets heurtaient avec un son mat les cailloux de la route. Dans la pénombre décroissante du jour naissant, par des matinées d'hiver très fraîches, la longue procession d'hommes armés, de femmes parées, de bêtes chargées, descendait à la rivière comme pour l'accomplissement d'un rite. Il flottait dans l'air à la fois une odeur de poudre, de crottin et le parfum des giroflées dont les femmes avaient orné leurs colliers. Arrivés au bord de la rivière, les premiers groupes attendaient les derniers, car c'est tout ensemble que l'on traverse la rivière, que l'on communie avec l'eau purifiante, parfois traîtresse. Comme il y avait 2 gués, on se partageait selon la position des propriétés, chacun empruntant le gué qui menait le plus directement chez lui. Puis, les jeunes gens et les hommes faisaient traverser les femmes, les enfants et les bêtes. Certains étaient plus habiles que d'autres. Le grand Wali et jadis Mouh avaient de véritables diplômes de traversée. On avait un vague mépris pour ceux qui, quand la rivière était trop haute, revenaient sans oser s'y engager. Des novices, pour ne pas encourir cette honte, ont été emportés par le courant, et souvent la rivière mange de jeunes bergers. Tout le village descend alors le fil de l'eau pour voir où la rivière aura craché la victime expiatoire. Souvent, c'est après plusieurs jours que ceux de la tribu en aval viennent dire qu'un cadavre a été rejeté chez eux sur la grève. Les jeunes gens vont le ramener sur une clé de roseau, pendant que les vieillards devant eux chantent le chant de ceux qui sont morts loin de leur village. Et l'hiver suivant, les mêmes hommes recommencent le même rite indéfiniment. C'est Akili, cette année, qui s'est chargé de tout nous procurer pour la grande fête rituelle qui clôt la récolte. Je dois avouer qu'il fit les choses magnifiquement, puis qu'il égorgea 2 moutons, qu'il eut tant de couscous que les grains s'en répandirent partout dans la vaste cour de son moulin à huile. Pourtant, tous les miséreux avertis, on ne sait comment, s'y étaient donné rendez-vous. Davda s'était surpassé. Son foulard marocain noir lui couvrait la tête. Les grandes franges rouges jouaient sur son visage, glissaient sur sa peau, comme pour la caresser, lui retombaient en flots sur les épaules. Des mèches lui sortaient de partout dans un désordre étudié, et ses cheveux étaient si fins que seule leur couleur châtaine
les distinguer des franges du foulard. L'étoffe transparente d'une robe simple, sans manches et à fleurs blanches, donnait des reflets changeants, bizarrement veloutés au cafetan, aux couleurs criardes qui étaient dessous. On devinait la cambrure de ses reins sous sa ceinture montée exprès très haut sur la poitrine. Sous le lourd collier outrageusement parfumé, on voyait la ligne pure de son cou. Notre groupe était distendu, bigarré. Il avait fallu embaucher du monde pour charger sur les bêtes, les marmites, les casseroles, les écueils, les pots à eau, les grands plats, les gaules, les grandes couvertures de laine et les tambourins qui allaient servir tout à l'heure à la fête des femmes. Cou était avec nous. Elle avait fait grimper ses enfants sur l'âne qui menait notre plus jeune berger. Ibrahim dissimulait son Amerlès sous son ample burnous blanc. Asie avait sa robe de tous les jours. Idir, sans nous attendre, était parti en avant, alors que dans le ciel bleu sombre, quelques étoiles attardées scintillaient encore. Nous descendîmes dans un tohu-bohu indescriptible, où se mêlaient les appels des hommes, les fous rires de coups, les pleurs des enfants, les ordres claironnants d'Achli, les sifflements de Menache appelant Benito, qui n'arrêtait pas d'aboyer. Les mendiants faisaient à notre procession une longue traîne de loques noires et rapiécées, de corps noueux et cassés, de bâtons tordus et massifs qui talonnaient des pieds nus. Les filles, émerveillées, tâtaient quelquefois timidement la robe soyeuse de Devda. L'une d'elles, grisée par les couleurs et les parfums de cette femme presque irréelle, tant elle était belle, finit par lui baiser goulûment la main. Une vieille qui nous suivait n'arrêtait pas de faire pour elle d'une voix chevrotante et cassée des vœux où toujours revenait comme un refrain. Que Dieu emplisse ton berceau. Car depuis le temps qu'elle venait puiser chez Devda, comme chez elle, elle avait fini par savoir la secrète peine qui rongeait la femme d'Ekli. Devda, comme Asie, n'avait pas d'enfant. Au bord de la rivière, nous attendûmes pour traverser, que tout le monde fût là. Mais pourquoi ne pas traverser tout de suite? Nous avons des hommes avec nous. Il y a bien les autres, dit Devda en se retournant vers Kou. Pourquoi ne pas attendre les autres? Ils nous attendent bien, eux. Kou avait peur pour ses enfants. Oh, je vois. Tu as peur pour ton mari. Eh bien, moi, je vais traverser tout de suite avec Menache, parce que Menache n'a pas peur. Menache la fixa des yeux, très pâle, et ne répondit rien. Nous pourrions peut-être attendre, dit Ekli. Nous avons trop de bêtes, et puis le travail est terminé. Rien ne nous presse. Et comme Devda lançait sur lui un regard où il était difficile de doser le mépris et l'apitoiement, Ekli acheva en se tournant vers moi. Qu'en penses-tu? Devda ne me donna pas le temps de répondre. N'est-ce pas, Menache, que tu peux me faire traverser la rivière? Oui, dit-il, comme dans un rêve, l'arc des lèvres durci et blanc. Il avança comme un automate. Devda avait déjà passé le bras de sa robe entre ses jambes vers l'avant et lui tendait la main. Il la prit machinalement et entra dans l'eau. Il était vers le haut pour briser la force du courant.
mais la rivière n'était pas très haute. Au milieu, il lui venait à la ceinture. Devda du reste s'opposait très vivement au courant. Ils allaient obliquement pour ne pas avoir à couper l'eau à l'angle droit. Devda, agrippé à son bras, n'arrêtait pas de lui parler. Mais lui, les jambes écartées, marchait les yeux fixés sur l'autre berge. Brusquement, Devda pesa sur lui de tout son poids. Il vit bien qu'elle faisait exprès, car elle se laissait aller et ne faisait rien pour résister. Il essaya d'abord de la porter ainsi. Mais son pied, qu'il n'eut pas le temps d'affermir, glissa sur un galéron. Il tomba à la renverse. Devda n'eut pas un cri, pas un geste. Elle le lâcha brusquement et regagna l'autre rive. Menesh essaya de se remettre sur pied. Il devait avoir l'air assez plaisant, car en se débattant, il entendait très bien le clair rire moqueur et prolongé de Devda sur la rive. L'eau cependant le roulait dans toutes les directions. Il disparaissait, reparaissait, se cognant la tête sur des pierres, s'agrippait à des branches flottantes que le courant emportait avec lui, fermait les doigts sur des poignées d'eau. Il but. Un instant il fut étourdi. D'étranges images traversaient son esprit. Il se ressaisit, se renfloua, essaya de voir où était la rive. Un tronc d'arbre entraîné lui faucha les pieds. Il disparut de nouveau et but encore. Soudain coula dans ses veines comme un grand flux apaisant. Il se sentit reposé. Une noce traversait la rivière. C'était Devda la mariée. Elle était au milieu de l'eau, sur une mule richement harnachée. Les femmes chantaient autour d'elle des airs lents de mariage. C'était la nuit, mais on voyait, comme en plein jour, jusqu'au moindre détail des bijoux de la mariée. Tous les hommes coururent en aval, entrèrent dans l'eau et, se tenant par la main, barrèrent le courant. Un mendiant qui avait calé ses pieds contre une grosse pierre au milieu de la rivière agrippa la tête par les cheveux au moment où le corps lui frôlait la jambe. On mena Menesh sur la grève, en lui pressant sur le ventre, on lui fit dégorger une énorme quantité d'eau. Il avait les paupières bleues et enflées, des contusions sur la figure et aux mains. Comme il titubait en marchant, on le fit monter avec les enfants de cou. Un soleil assez chaud ne tarda pas à paraître. Et Menesh, malgré les conseils d'Ahazi, garda sur lui sa chemise mouillée. Vers midi, le couscous était prêt. Il y en avait tant qu'il en restait encore après que les mendiants avaient mangé et rempli leur écuelle. Nous répétions entre hommes pour la 100e fois la même discussion sur la récolte de cette année, la rivière, la mare de la mariée, quand Menesh, qui nous avait quittés, me toucha doucement l'épaule par derrière et me fit signe de le suivre. Par un chemin à peine visible entre les ronces et les broussailles, il me mena dans une espèce de niche où nous nous entendîmes tous les deux à plat ventre. Étendîmes, plus exactement. Un peu plus bas, dans un cercle de terre battue, que les ronces et les ormes entouraient de toutes parts, les femmes préparaient l'eau rare. « Regarde, me dit Menesh, elle va danser. »
Devda effectivement se levait, mais Menache, qui fixait un regard ardent sur elle, ne pouvait pas savoir à quel point j'étais loin de l'Ourar et de lui. Devant mes yeux ouverts, toutes les images se brouillaient. Je suis incapable aujourd'hui de dire ce qui s'est passé par la suite. Mais après tant de mois, je vois encore très exactement chacun des gestes d'Azifi. Ce qu'elle fit. J'entends son clair rire. Je vois ses doigts battre le tambourin et ses bracelets d'or s'entrechoquer au rythme de la danse. Je la vois tournoyer et faire bouffer sa robe blanche. Je peux répéter tous ces mots, redire tous ces ordres. L'Ourar n'était plus pour moi qu'un bruit confus, mais tout ce qui touchait à elle se gravait en moi avec une lancinante précision. Tout tournait, tout teintait autour de moi. Pour échapper à l'envoûtement, je me levai brusquement. Menache me dit seulement: « Ne m'attendez pas, Mokrane. Je resterai ici jusqu'au soir. » La suite demain. Vous pouvez vous abonner.